Voilà par exemple pour le regard artistique. Ce regard qui va nous permettre de comparer le tarot à d'autres œuvres de son époque. On sait aujourd'hui que le tarot est né au XVe siècle, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi ne pas le comparer à d'autres œuvres du XVe siècle? Ici par exemple, il s'agit d'un détail d'une œuvre dont je vous parlerai dans différentes formations que je propose d'ailleurs, que j'ai l'habitude de présenter. J'ai l'habitude d'en expliquer la clé de lecture, qui est très simple mais qui est un peu particulière, donc tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas bien comprendre les images. Il s'agit d'un traité d'astrologie du XVe siècle, qui vient de l'Italie, Milan, qui s'appelle De Sfaera. Et vous pouvez voir dans ce traité, qui a été créé, achevé en 1455 dans ces eaux-là, eh bien, un battleur, qui est au centre d'une plus grande image, de tout un tableau d'ailleurs, et vous pouvez vous apercevoir que, de façon très étonnante, ce battleur ressemble énormément, en de très nombreux points, au battleur qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, par exemple, mais aussi dans d'autres tarots qui ne sont pas de type tarot de Marseille. Donc voilà, on se posera la question ensemble, par exemple, est-ce que ce battleur de gauche, qui est antérieur, qui date du 1455, a pu être à l'origine des images qu'on voit dans les tarots de Marseille qui, eux, émergent plus tard, à partir du XVIIe siècle à peu près. Vous en voyez un ici dans le tarot de Pierre Madenier, qui est le tarot que j'utilise à titre personnel, qui est daté à 1709. La question est ouverte. Mais voyez comme tout à coup, ça devient intéressant. Le tarot n'est plus tout seul, sans date de naissance, sans contexte historique, universel, intemporel, je ne sais pas quoi, non. Tout à coup, on le place à côté d'une autre œuvre, il entre en comparaison, dans un système de comparaison, et puis on peut commencer à se poser un milliard de questions, regardant chaque détail, sa table à tréteaux, son accoutrement, le sens de son visage, il est dirigé dans le même côté, sa baguette magique, etc., etc. Plein de choses à comprendre et à découvrir en comparant les œuvres. Le regard historique, il va nous permettre, par exemple aussi, d'éviter certaines surinterprétations, certains contresens ou certains anachronismes, et je pense qu'on en fait une tonne tout le temps. Moi le premier. Par exemple, j'ai pris cet exemple parce que finalement il est devenu un petit peu banal en regard de la recherche historique sur le tarot. Un grand nombre de tarologues, mais toujours actuellement, ont coutume de dire que le chapeau du battleur du tarot de Marseille, vous pouvez le regarder en fait, qui est dans une espèce de forme qui ressemble vaguement à un 8 ou qui rappelle vaguement un 8, et bien que ce chapeau est la représentation d'une lemniscate. Qu'est-ce qu'une lemniscate? C'est une figure géométrique plus ou moins en forme de 8. Et ces personnes qui confondent la lemniscate avec le signe mathématique de l'infini, parce que en fait ce n'est pas la même chose mais ils confondent, eh bien ils disent que puisque ce chapeau représente la lemniscate, ça veut dire qu'il symbolise l'infini. Et donc, ça vient nourrir les symboliques communes aujourd'hui, maintenant, en 2024, du battleur, qui serait, puisqu'il est le numéro 1, le symbole du début, du commencement, des potentialités infinies. Il a même le signe de l'infini sur le chapeau. Voilà, il est comme un petit bébé qui vient au monde avec l'infini des possibilités, tous les potentiels sur sa table à tréteaux. Et donc voilà pourquoi finalement les créateurs des tarots de Marseille lui ont mis un chapeau en forme de signe de l'infini qu'ils confondent avec la lemniscate. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'en effet ce signe est à l'origine une inspiration pour les créateurs du tarot de Marseille? Alors quand on fait un petit peu de recherche, on s'aperçoit que ce signe de l'infini, donc gardez ça en tête, qui n'est pas la lemniscate, mais qui est souvent confondu, ce signe de l'infini, dont je vous donne une représentation, lui aussi, c'est comme le tarot, il n'est pas tombé du ciel, il a une date de naissance, il est né dans un certain contexte, il a un créateur, quelqu'un qui l'a nommé, et il est apparu en 1655. Ça, c'est une certitude. Là, vous voyez un tarot de Marseille de 1709, toujours le même, celui de Pierre Madenier. Donc, le signe de l'infini est antérieur. Bon, pourquoi pas, ça pourrait peut-être coller. Et voilà, le problème, c'est qu'en fait, il s'agit d'un simple anachronisme. Puisque là, à votre droite, je vous ai mis à la place du tarot de Pierre Madenier un autre tarot de Marseille, mais qui celui-ci date de 1650, qui est bien plus ancien, qui est le tarot de Jean Noblet. C'est un tarot de type 1, alors que l'autre est de type 2, donc vous voyez que l'iconographie varie un tout petit peu. Grosso modo, on a exactement le même archétype, on pourrait dire, ou le même type de battleur. Puis regardez, le chapeau en forme de 8 était déjà là. Donc, le créateur de ce tarot, Jean Noblet lui-même ou son graveur, j'ignore si Jean Noblet gravait lui-même ou imprimait lui-même ces tarots, mais peu importe, le maître Cartier qui a créé ce tarot, en 1650, 5 ans avant qu'un mathématicien invente le signe de l'infini, il n'a pas pu s'inspirer de ce signe pour créer ce chapeau. Donc c'est un simple anachronisme, vous voyez. Et voilà, c'est un exemple pour vous montrer ce que le regard historique posé sur le tarot permet
de faire, à savoir petit à petit d'éliminer certaines erreurs et donc aussi en même temps de mieux comprendre les cartes, de moins se tromper sur leur compte et par voie de conséquence, petit à petit, mais pas à pas et de façon sûre, de mieux cerner la nature elle-même du tarot. Ça me semble aussi quand même assez important tout ça. Et à titre indicatif, je vous parlais tout à l'heure d'une découverte de Thierry de Police, qui est le grand nom français de la recherche historique sur le tarot, qui à l'origine d'ailleurs est un indépendant, mais qui est le grand spécialiste des cartes à jouer. Bon, on en reparlera, c'est une des ressources de la voie réaliste du tarot. Thierry de Police, en 2023, donc l'année dernière, a découvert, redécouvert, un tarot de Marseille, c'est-à-dire de la ville, cette fois-ci, réellement, de 1639, donc encore plus vieux que celui que je vous montre là, 1639, tarot de Marseille. Et le battleur a déjà aussi ce chapeau en forme de signe de l'infini, plus ou moins. Donc bon, on est certain, et puis on en trouvera peut-être des tarots encore plus anciens. Donc on est sûr que ce chapeau, ce n'est pas le signe de l'infini. Le regard naturaliste maintenant. Mais vous voyez qu'en fait, tous ces regards posés sur le tarot, c'est comme, voilà, ils se complètent. Ils ont une seule et même source, c'est l'approche et la méthode scientifique, et ils se complètent entre eux. Le regard naturaliste va nous permettre peut-être parfois d'éviter de prendre pour symbolique des éléments picturaux qui en fait ne le sont pas et relèvent plutôt d'observations naturalistes de l'époque. Par exemple, je vous ai pris totalement au hasard cette œuvre magnifique de Jérôme Bosch, peintre néerlandais, qui a été faite aux alentours de 1500. Une œuvre qu'on étudiera sans doute ensemble dans la formation au Tarot de Marseille quand on viendra à parler du mat, pour se poser la question, est-ce que cette œuvre a pu l'inspirer ou pas? Qu'est-ce qu'elle signifie? Et c'est une œuvre qui, de toute façon, toute seule, en soi, cette œuvre de Jérôme Bosch, est exquise à analyser. Il y a des chercheurs en histoire qui ont fait un beau travail, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Si vous êtes attentif, c'est pour vous donner un exemple. Je ne vais pas vous donner l'exemple dans le tarot lui-même, mais dans cette œuvre de Jérôme Bosch, mais pour que vous compreniez à titre indicatif, dans ce grand tableau, il y a une pie en cage qui est dessinée, et puis il y a aussi une mésange représentée à l'envers dans l'arbre, vous le voyez juste au-dessus du vagabond, du voyageur. Alors on peut se poser la question, est-ce que ce sont des symboles à décrypter? Peut-être que certains tarologues actuels ne se poseraient même pas la question et diraient que tout est symbole dans cette œuvre, comme ils disent que, c'est même pas qu'ils le disent, c'est qu'ils le pensent sans y penser, que tout est symbole dans le tarot, peut-être. Mais nous, on va se poser la question. Vous voyez là la plus grande image de ce qui est un triptyque en vérité, et vous voyez ces deux détails. Jérôme Bosch a représenté une pie en cage qui se trouve tout à gauche, à côté de la porte de cette maison, dans laquelle on devine des ébats amoureux, ou plutôt un commerce charnel. Et puis, on voit aussi une petite mésange qui est dessinée à l'envers, dans l'arbre au-dessus du vagabond. Par exemple, si on prend ces deux dessins, somme toute assez naturalistes dans leurs traits, assez bien représentés, c'est magnifiquement dessiné même, est-ce qu'ils sont des éléments de symbole ou pas dans cette œuvre? Eh bien, l'api, oui. Il s'agit carrément d'un thème en soi, un thème qui était employé par tous les peintres de Flandre. C'est un thème en soi, c'est un symbole. Quand un oiseau était représenté en cage quelque part, souvent dans une maison ou près d'une maison, ça signifiait qu'il s'agissait d'un bordel. Donc c'est un code. C'est un code iconographique symbolique, un transport, comme auraient dit les Grecs, une métaphore. On dessine un oiseau en cage pour renvoyer à une autre idée, qui est celle du bordel. Ok, très bien. Il faut avoir la clé de lecture. Et la mésange alors? J'ai entendu des gens et j'ai lu des personnes commenter ce tableau et puis dire que si la mésange est à l'envers, ça peut être le symbole de l'antéchrist, etc. En vérité, c'est sans doute pas un symbole ici pour le coup. Par contre, la mésange entre dans un système d'allégorie avec la chouette qui est au-dessus, mais ça c'est encore autre chose. Mais la mésange en soi toute seule, c'est sans doute pas un symbole. Il se trouve que c'est sans doute plutôt simplement une observation naturaliste, réaliste de Jérôme Bosch, d'anciens peintres, parce qu'il se trouve que la mésange, en fait, est un petit animal extrêmement intéressant à étudier, qui, pour des raisons qui lui sont propres, on en connaît certaines, eh bien, quand il se nourrit, a tendance parfois à se mettre à l'envers. Voilà, donc il s'agit d'une observation fine, d'une espèce naturelle que Jérôme Bosch voyait, regardait dans les jardins peut-être dans lesquels il marchait, et il a simplement représenté cette mésange. Alors on peut se poser la question, que dire alors des représentations de la faune et de la flore dans le tarot de Marseille? Vous comprenez? Si on est capable de se tromper de cette façon en disant la mésange est à l'envers, c'est l'antéchrist, c'est un signe du diable, alors qu'en fait non, c'est une représentation naturaliste,
Est-ce qu'on n'a pas pu faire ce même type d'erreur avec la faune et la flore du tarot de Marseille? C'est une question ouverte, il faudrait essayer de voir. Vous pouvez remarquer déjà là, simplement visuellement, que dans le tableau de Jérôme Bosch, le chien a un collier. C'est un code aussi celui-ci est hérité du Moyen Âge, hein, on en parlera. Donc le chien a un collier, et vous pouvez voir que dans le mat, le chien n'en a pas de collier. Est-ce que cela signifie quelque chose? Peut-être, ou pas. En tout cas, il n'y a pas d'oiseau dans le mat, mais en ce qui concerne les oiseaux, il s'en trouvera un parfois qui accompagne la figure féminine de l'étoile dans certains tarots, dans des tarots très anciens d'ailleurs, qui ne sont pas les tarots de Marseille, mais aussi dans certains tarots de Marseille. Pas tous, mais certains. Voilà. Qu'en dire de tout ça? Vous voyez que là, en jetant ce type de piste, je crois que vous voyez que on entre en effet dans un nouveau champ, dans une nouvelle façon de voir les choses, dans de nouvelles voies d'investigation, en fait, hein, qui quelquefois brisent un petit peu des illusions qu'on avait sur certaines cartes ou iconographies, mais qui en fait sont tellement aussi fascinantes dans les réponses qu'elles apportent que franchement, ça vaut le change, quoi. Et le regard réaliste, bon, on pourrait représenter ce regard posé sur le tarot de différentes façons. J'ai choisi de vous prendre cet exemple. Le regard réaliste nous permettra, lui, possiblement de prendre certaines images pour ce qu'elles sont, parfois. Parce que, dans les temps moyenâgeux, mais aussi à la Renaissance, dans laquelle est né le tarot, il y avait parfois des images qui étaient simplement à prendre pour ce qu'elles étaient. Est-ce qu'il y en a dans le tarot? C'est possible. Des fois, on évitera ainsi les raccourcis un peu illégitimes fondés sur, notamment en ce qui concerne cet exemple, notre exculturation contemporaine. Pourquoi j'utilise ce mot un petit peu savant? Parce que la France en premier, hein, dans le monde sans doute et en Europe, mais aussi l'Europe en général, avec l'athéisme hein, qui s'est développé dans la période moderne, connaît un phénomène d'exculturation, on appelle ça. Elle avait une culture catholique, la France, et petit à petit, on a perdu, pour une partie, en tout cas des Français, cette culture. Et donc, on en a oublié des fondamentaux liés à la religion chrétienne et catholique, qui nous font faire sans doute des contresens des fois sur les cartes de tarot. On en a oublié un fondamental, par exemple, c'est que il n'y a pas de femmes dans les hauts grades du clergé catholique, hein. Elles sont pas complètement absentes. Il n'a pas existé de papesse, mais de toute façon, il ne peut pas en exister en soi, puisque les femmes sont exclues du premier rang du clergé, en fait, catholique. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de tarologues, le grand Jodorowsky en premier, pour le citer lui, nous explique que la papesse, elle symbolise la mère enceinte. Mais est-ce que sérieusement, la papesse pourrait symboliser ça? C'est une question qu'avec le regard réaliste, on est à même de se poser. Et si on voit les choses de façon réaliste, c'est pour prendre un exemple encore à titre indicatif, une papesse ne peut pas être une maman. C'est pas possible. En admettant qu'une papesse ait existé, ben, elle a fait vœu de chasteté pour entrer dans les ordres déjà, et puis surtout pour accéder à des rangs supérieurs dans le clergé, hein, en admettant que ce soit possible. Donc elle est vierge. Une papesse ne peut pas être mère. Elle ne peut pas, de façon réaliste, symboliser la maman, hein, cette carte du tarot. Alors il se trouve que par toute une espèce de jeu, de façon très détournée, la papesse pourrait évoquer la figure de la mère, mais pas une figure de la mère archétypale, une figure de la maman un petit peu biaisée. Mais encore faut-il le montrer, ça. Si simplement on s'en tient à un regard un petit peu sérieux, la papesse, il est impossible qu'elle symbolise la mère. Impossible. Vous voyez? Elle est en plus un pendant du pape, hein. C'est pour ça que je l'ai mis en face. S'il y a papesse, c'est parce elle est pape en tant que femme. Donc on part des mêmes attributs que le pape. D'ailleurs, dans certains tarots, elle tient exactement les mêmes attributs que le pape. Dans les vieux tarots italiens, elle a même la clé de Saint-Pierre, c'est le pape qui la tient, ou alors la papesse. Donc on voit qu'elle est représentée exactement sur le trône de Saint-Pierre, avec la clé de Saint-Pierre, avec les mêmes attributs que le pape. Bon, ben, en tant que pape, la papesse, elle ne peut pas être mère, parce qu'elle est chaste, elle est vierge, et sinon on la vire, hein, les amis. Donc vous voyez, ce regard réaliste achèvera un petit peu cette façon d'envisager les choses, et pourra nous apporter sans doute, en restreignant au départ le regard, un nouvel horizon derrière qui lui en fait sera plus grand. Je pourrais résumer les choses ainsi. D'habitude, sans s'en rendre compte, la première question que se pose un grand nombre de tarologues devant une image du tarot, c'est bon, ben, qu'est-ce que ça symbolise? Et c'est souvent la question qu'ils nous posent à nous, public intéressé, les tarologues. Quand on participe à un stage, une formation, une découverte, une initiation, et puis qu'on tire une carte, alors pour toi, qu'est-ce que ça symbolise? Et en général, ils répondent à cette question parfois sans même savoir
de façon basique ce que l'image en fait qu'ils ont entre les mains représente. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me frappe beaucoup. Par exemple, avec le pendu que je vous ai mis là. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de tarologues qui, quand ils tirent cette carte, disent aux autres, voilà, cette carte, quand tu la tires, elle symbolise le lâcher-prise ou autre chose. Et ils se contentent de ça. Mais comment ils en sont venus à dire ça? Il y a un pendu sur l'image, les amis. Il y a une personne humaine qui est pendue, et là, on voit même son sexe apparent. Quel est le rapport avec le lâcher-prise? Comment ça s'est fait? Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a un oubli. Et moi, j'ai envie de leur demander à chaque fois, mais la carte que vous avez entre les mains, est-ce que vous l'avez vue? L'image, est-ce que vous la voyez? Parce que là, en fait, vous la squeeze. C'est comme si elle n'existait pas. Si on peut dire qu'un pendu symbolise le lâcher-prise, c'est que ben, on pourrait mettre n'importe quoi à la place, sans doute. Un livre, un phacochère, j'en sais rien, un arbre, un boulot. Tiens, ça symbolise le lâcher-prise parce que le boulot, il a l'air paisible dans sa forêt. Vous voyez? Mais la carte, c'est pas un boulot qu'il y a. C'est pas un cochon, c'est un pendu par le pied. Et on pendait pas par le pied en plus, hein, dans les vieux temps. La pendaison, c'était par le cou. Donc qu'est-ce que c'est cette image? Très difficile à savoir. Et puis ils font aussi souvent les tarologues, c'est quelque chose que j'observe, mais c'est mes confrères, hein, c'est pas vraiment une critique envers eux, c'est plutôt c'est une remarque, hein, pour qu'on avance tous ensemble. Que font-ils souvent mes confrères? Parce que je vais les écouter attentivement, je suis passionné, j'aime ce qu'ils disent aussi. Ils font comme si nécessairement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la carte, elle devrait symboliser quelque chose. Voilà, mais il faut quand même se poser la question. C'est pas sûr que l'image symbolise quelque chose, parce que un symbole n'est pas un emblème, qui n'est pas un archétype, qui n'est pas une représentation simple, qui n'est pas une allégorie. Tout ça, ce sont des choses différentes. Et on a tendance à en faire des synonymes. Au Moyen Âge, la différence entre un emblème et un symbole est considérable. Considérable. Donc il convient sans doute de prendre des pincettes. Pareil pour la Maison Dieu, regardez-la à gauche, hein. Bon, j'entends beaucoup de mes chers confrères qui disent, bon, bah, regardez, cette carte, elle symbolise par exemple la libération des énergies. Mais qu'est-ce que c'est cette carte? Tu vois une libération d'énergie? Vous voyez, il y a une problématique, hein. C'est normal, hein. Là j'ai pris des cartes difficiles, hein. Ce sont des images qui n'existent plus dans notre monde, tout simplement, les amis. Donc c'est bien difficile, hein. On ne sait pas ce que c'est, il faut chercher. Des fois on trouve, mais des fois peut-être que pour certaines on ne trouvera jamais, vous voyez. C'est difficile. Dans la voie réaliste du tarot, avant de se poser cette question, qu'est-ce que ça symbolise devant une carte? On se pose la question, qu'est-ce que c'est? Et rien que ça, je puis vous dire que c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on le sait quand on le fait. Prendre une image du tarot et se demander qu'est-ce que c'est complètement et radicalement différent de se demander qu'est-ce que ça symbolise. Pourquoi? Parce qu'on en revient aux lectures dont je vous ai parlé. Quand on se demande qu'est-ce que ça symbolise, on va être très souvent orienté vers une lecture subjective de la carte, c'est-à-dire ramener à nous-mêmes, à nos propres connaissances, nos propres filtres, nos propres ignorances, à notre limite. Et surtout devant les cartes difficiles, parce qu'au bout d'un moment, comme la carte, on ne trouve rien dessus puisqu'elle n'existe plus dans notre monde, cette image, on va se dire, bon, ben, je lâche tout ça et puis je pars dans une lecture subjective de la carte. Tandis que se demander qu'est-ce que c'est, ça oriente plutôt vers une lecture objective. Si on se demande qu'est-ce que c'est, ça ouvre le champ à la recherche collective. Et on va se demander, bon, bah, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce qu'un chercheur, un scientifique, un historien a déjà vu ce type d'image, par exemple? Pas dans le tarot, mais ailleurs, à la Renaissance, par exemple. Ah oui? Oui. Où? En Italie. En Italie? Là où est né aussi le tarot? Oui. Ah, cette image de pendu par le pied existe en Italie? Oui, merci, les chercheurs qui ont trouvé ça. Est-ce que je peux avoir vos travaux? Oui, je peux les lire. Grâce à Internet, grâce au musée, au partage, c'est accessible. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est une question qui oriente et qui ouvre vers un partage des connaissances, vers une objectivation de l'image, vers un retour à la recherche collective. Sans collectif, on fait rien dans la recherche. Tout le monde cède du travail des autres. Vous voyez? Et en ce qui concerne l'image que vous avez à droite, on en parlera dans la formation au Tarot de Marseille. Vous avez en effet, les amis, et ce sont les historiens qui ont pu trouver ça, hein, tout le travail a été fait sur cette image. Vous avez une image extrêmement datée qui correspond à une toute petite période historique de l'Italie du Nord, hein, même pas de l'Italie du Sud. C'est localisé, temporalisé, daté, périmé. C'est une image surannée qui en effet a disparu au bout de 2 siècles à peu près. Elle est arrivée, elle a disparu. C'est comme une mode. Combien de modes ont disparu sans on les retrouvera jamais. Donc c'est normal qu'on ait des difficultés devant le pendu. C'est normal. Mais le matériau, la réponse de la recherche existe. Autant aller s'y abreuver, quoi.